Depuis le lancement de cette chaîne Brest, capitale des océans, nous parlons d'innovation. Et il était tout naturel à Brest de parler d'innovation au service de la défense. C'est ce que nous allons faire dans ce plateau avec nos 4 invités que je vous présente immédiatement. Éric Baluffin, vous êtes directeur du site de Brest de Naval Group. À vos côtés, Marc Delorme, directeur de ligne sonar pour sous-marins chez Thales, donc les 2 grands acteurs industriels de défense implantés ici à Brest et ailleurs aussi. Éric Heger, vous êtes directeur adjoint de l'ENSTA Bretagne. Nous parlerons avec vous d'un cluster Orion. Et Frédéric Renaudot, conseiller défense au pôle mer Bretagne-Atlantique, et nous parlerons d'innovation duale. C'est un thème que nous allons retrouver tout au long de nos échanges. Éric Baluffin, alors, on connaît bien Naval Group à Brest, mais peut-être quand même quelques éléments pour rappeler l'importance de ce site ici, à la Pointe de Bretagne. Oui, Naval Group à Brest, donc c'est un site industriel qui est dédié à la maintenance des navires de la Marine nationale qui sont basés ici à Brest. Ça représente plus de 3000 salariés. On a célébré le 3000e il y a quelques mois. Et en termes d'activité et d'emplois induits et soutenus, en France, c'est environ 12 000 emplois qui sont soutenus et induits par l'activité qui est réalisée ici à Brest. Et sur ces 12 000, il y en a en fait de l'ordre de 4 600 rien que dans le Finistère. Activité essentiellement dédiée à la Marine nationale. Oui, ici, c'est un port militaire majeur pour la Marine nationale et notre activité y est directement associée, avec en tout premier lieu le soutien de la flotte océanique de dissuasion, donc l'entretien des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais aussi de la flotte de surface qui est basée ici à Brest pour protéger cette flotte de sous-marins. Alors revenons justement sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Nous en sommes aujourd'hui à la 2e génération. La 3e est déjà en cours de préfiguration. Oui, tout à fait. Madame la ministre des Armées a annoncé il y a quelque temps le lancement du programme. Et effectivement, les équipes de Naval Group à Cherbourg et ailleurs commencent à préparer ce futur bateau qui arrivera ici à Brest, prendre la relève des sous-marins actuels dans quelques années, aux environs de 2035, pour prendre la suite des sous-marins de 2e génération. Et alors, on parle là de bateaux extraordinairement complexes. Ces bateaux sont probablement les objets les plus complexes que l'homme ait jamais réalisés, hein, vu sa complexité, vu tout ce qu'il faut embarquer à bord pour assurer la vie et la mission de ces bâtiments, et les maintenir tout au long de leur cycle de vie dans un bon niveau opérationnel et un up-to-date en termes de technologie embarquée, c'est un vrai défi. Et les SNE de 2e génération seront maintenus avec ce niveau de technologie au plus haut niveau, dans les plus hauts standards jusqu'à la fin de leur vie, et ceux de 3e génération prendront le relais en 2035. Avec de très nombreux enjeux justement suite à l'évolution de ces technologies et aux attentes et aux besoins exprimés par la marine. Tout à fait, l'enjeu c'est vraiment de rester en permanence dans les plus hauts standards. Donc nous sommes engagés au profit de la marine dans des refontes permanentes de ces installations, des installations embarquées, pour être dans la mesure de garantir le fait que ces bateaux font partie des meilleurs au monde. Et combien de métiers différents interviennent alors justement pour ces sous-marins par exemple ? Ici à Brest, nous avons l'ordre de 250 métiers différents qui interviennent dans le maintien et la modernisation de ces navires. Ce sont 250 métiers qui couvrent un spectre très large. Ça va évidemment des métiers classiques de la construction navale, des tauliers, des charpentiers, des mécaniciens, des dieselistes, des nucléaristes, mais aussi désormais nous embarquons dans nos métiers des métiers très spécifiques associés à ce monde de l'innovation. Récemment, nous avons ouvert tout un pan de notre activité sur les domaines des sciences des données, de façon à optimiser la maintenance de ces navires par l'analyse des données qui sont embarquées à leur bord. Car si les technologies évoluent, les métiers évoluent aussi. Exactement, et notre but c'est de maintenir un panel de compétences qui est en permanence aligné sur ces technologies que l'on essaye d'être au contact de la modernité actuelle. Cela dit, ce sont des métiers en tension. Il y a des métiers en tension comme partout dans l'industrie. Donc effectivement, on doit parfois se battre pour obtenir certains métiers que nous disputons avec beaucoup de nos confrères. Mais il faut bien avouer que la place brestoise jouit d'une situation assez particulière et nous bénéficions dans l'écosystème local de tout un tissu de formation qui fait que nous trouvons peut-être plus facilement que d'autres des candidats aux postes que nous ouvrons. Alors, vous évoquiez tout à l'heure tous les métiers induits, donc la présence de ces TPE, PME avec lesquels vous travaillez au quotidien. Et vous avez une attention particulière pour ce tissu d'entreprise. Oui, c'est fondamental parce que sans ces entreprises, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien pour
pouvoir réaliser la totalité de la charge que nous devons passer lors des opérations de maintenance, mais aussi pour maintenir cette vigilance et cette veille vis-à-vis des technologies modernes. Ces entreprises de taille intermédiaire et ces petites entreprises nous apportent beaucoup de leur savoir-faire pour être en mesure d'offrir des services innovants et des technologies innovantes à la Marine nationale. Et ils ont des expertises complémentaires à vos propres métiers. Totalement. Et notre rôle, c'est bien d'essayer de fédérer tout cet écosystème et de faire en sorte que cette base technologique et industrielle de défense vive pour apporter tout son soutien à la Marine. Nous parlons d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples d'innovation justement à Naval Group? Il y en a plusieurs. Si on cite notre domaine proche, récemment, on a réussi à embarquer en accord avec la Marine nationale la première hélice fabriquée en fabrication additive métallique. Et elle est en ce moment même en train d'être testée. Ça ouvre un panel de perspectives très impressionnant. Ça nous permet d'accéder à des processus de fabrication qui nous permettent d'obtenir des formes très particulières dans ces hélices et garantir des niveaux de performance élevés. Mais je vous parlais aussi des sciences de la donnée. Ça, c'est un nouveau domaine qui s'ouvre totalement à nous. Et l'idée est vraiment d'utiliser au mieux toutes ces données afin d'être capable de faire de la maintenance prédictive et de prévoir avant que les avaries se proviennent les nécessités d'intervention. Il y a aussi l'hybridation des navires. L'hybridation des navires, c'est un sujet qui est devant nous aussi, sur lequel nous commençons à investir de façon forte. L'enjeu là, c'est vraiment l'électrification des navires, être capable de répondre aux normes de l'organisation mondiale et puis d'assurer une vraie permanence à la mer. Quand on parle d'hybridation, on parle d'électrification, on parle de batterie, on parle de piles à combustible. L'enjeu pour nous, vu les produits que nous produisons et que nous maintenons, c'est d'être capable d'associer cette technologie-là à des fortes puissances pour garantir la durée à la mer des navires qui utiliseront cette technologie. Et vous avez des liens naturellement avec Thales. Avec Thales, on a des liens très particuliers à plusieurs titres. Tout d'abord parce que Thales est notre actionnaire industriel de référence et possède 35% de Naval Group, mais aussi parce que Thales est avec nous dans toutes nos campagnes pour produire et proposer les meilleurs produits à la Marine nationale. Et le panel de produits Thales est particulièrement performant, la Marine le savent. Marc Delorme, vous êtes content de l'entendre, vous qui êtes à Thales, je vous invite à prendre le micro. Donc Thales, autre grand acteur industriel majeur ici dans le bassin d'emploi brestois. Effectivement, Thales est implanté depuis 1963 à Brest et accueille aujourd'hui 1800 personnes. Donc on a une forte activité de systèmes aéroportés ici et puis une très importante activité de ce qui concerne la partie sous-marine, donc l'acoustique sous-marine, qui est aussi une compétence, je dirais, rare, puisqu'on n'a pas d'école de formation à l'acoustique sous-marine en France. Donc ce sont les industriels qui forment et essaient de retenir les ingénieurs pour assurer cette compétence au fil des années, au service justement des équipements qui iront sur nos navires et plus largement permettre justement d'augmenter la connaissance de ces océans. Et Thales s'est imposé comme un des leaders de l'innovation des hautes technologies. On essaye de garder ce lead, effectivement, qu'on a pris dans ces compétences de l'acoustique. Effectivement, ça se traduit par beaucoup d'innovations orientées défense et sécurité de manière initiale, mais qui trouvent aussi des débouchés de manière duale pour intéresser le monde scientifique ou le grand public quasiment dans la connaissance. Le premier exemple, c'est ce qu'on a fait au service de la lutte contre les mines, avec de l'imagerie acoustique. Donc l'imagerie acoustique, c'est ce que le grand public connaît au sens de l'échographie médicale. C'est aussi de l'imagerie acoustique. Donc on fait un peu ce système-là au fond des mers pour obtenir non pas des images optiques, puisque la mer est très sombre dès qu'on est à quelques dizaines de mètres sous l'eau, mais obtenir des images par le sonar, le système de propagation sonore et de l'écho sonore qui permet de recréer une image comme une échographie médicale. Et donc cette imagerie acoustique aujourd'hui a été développée dans le cadre de la défense, par exemple pour identifier au fond poser sur le fond des engins malfaisants que pourraient être des mines et qu'on retrouve de cette manière-là et surtout qu'on arrive à repositionner et classifier et identifier grâce à la résolution qui est maintenant à un degré centimétrique de ce type d'image capturée à plusieurs centaines de fonds. Et donc l'objectif maintenant est de mettre ce système qui s'appelle MMCM et qui a été bien sûr développé sous l'impulsion de la DGA et donc de l'État français, de le mettre au profit d'améliorer la connaissance des fonds et de descendre maintenant bien plus profond pour aller donner cette résolution centimétrique jusqu'à 6000 mètres.
Et ça intéresse particulièrement la marine ici à Brest, hein. La marine est fortement impliquée dans toute cette connaissance et cette investigation des fonds pour la propre sécurité des bateaux et pour la maîtrise de ces approches et de ces atterrages pour l'ensemble des forces. Vous évoquiez la dualité donc entre civil et défense et aussi Blue Guard qui en fait partie. Blue Guard est un bon exemple de la dualité, non seulement dans le sujet lui-même, mais de la dualité dans la façon de fonctionner. On est des grands groupes, mais comme l'a dit Eric, très attentifs au tissu de PME et de start-up qui nous supportent et qui nous entourent et qu'on a non seulement à cœur, mais besoin de faire vivre. Et donc ce projet Blue Guard, c'était une solution de surveillance d'approche maritime, comme pourrait être une entrée de port ou de sites sensibles. Et ça a eu le mérite d'être développé en partenariat avec une petite start-up d'intelligence artificielle qui est dans l'écosystème de l'autre partie de Thales, chargée de l'acoustique sous-marine dans le sud de la France, près de Nice, à Sophia Antipolis. Et cette start-up a accompagné ce projet et on a montré tout l'intérêt d'allier l'agilité d'une start-up innovante et très rapide dans sa réactivité à la puissance et au travail de fond d'un grand groupe. Et ce mariage est tout à fait productif et tout à fait encouragé de plus en plus pour aboutir à justement faire émerger des solutions innovantes rapidement, en répondant rapidement aux besoins des forces pour ce qui est de la défense, mais plus généralement du marché et de l'ensemble des domaines. Et ça montre qu'un grand groupe peut aussi faire preuve d'agilité en s'adaptant, parce qu'il faut une adaptation réciproque quand on travaille avec une start-up. Tout à fait, mais je pense que ça a été un bon exemple de collaboration réussie qu'on va poursuivre. Ça a été mené jusqu'au stade de démonstrateur et ça a tellement bien marché qu'on continue ensemble vers un futur produit qu'on espère mettre largement sur le marché assez rapidement. Autre exemple avec un consortium européen, là vous avez associé Autre exemple, 16 pays, je crois. C'est ça, de coopération, donc là, à grande échelle et soutenu dans le cadre européen. C'est le projet SeaNice, qui est porté par le EDIDP, donc ces fonds européens qui servent à soutenir l'industrialisation de défense pour promouvoir le développement à base d'innovation. Donc ce projet SeaNice va réunir 6 pays européens, 16 partenaires industriels, dont une bonne partie sont des PME. Et ce projet européen vise à éclaircir, je dirais, le paysage de ce qui est réalisable dans des fonctions dronisées de l'exploitation de force en mer. Donc on va tester des concepts réellement de solutions avec des drones qui volent, des drones en surface, des drones immergés, essayant de faire coopérer tout ce monde-là ensemble, de le faire interagir, non seulement entre eux, mais avec des forces aussi armées par des équipages, de façon à éclairer l'Europe sur la façon d'orienter tous ces travaux à l'avenir d'équipement dans le domaine des drones. Ce programme a fortement l'intérêt justement d'être très innovant et d'essayer d'aboutir à ce rapprochement européen et à lancer tous ces sujets-là qui, derrière, bien sûr, sont lancés au titre de la défense, mais qui serviront énormément d'applications dans la mesure où on aura montré qu'on arrive à faire travailler tous ces drones ensemble et qui peuvent servir des objectifs très différents dans ce travail collaboratif. Un travail collaboratif qui se retrouve aussi avec vos partenaires, notamment au sein du pôle mer Bretagne-Atlantique. Exactement, le pôle mer, on y est partenaire et très attaché. La directrice du site Thales de Brest est également la présidente du pôle mer Bretagne. Donc il y a un partenariat très imbriqué de longue date et on est un acteur attentif et j'espère fidèle à ces activités-là pour promouvoir ensemble toutes les solutions émergentes de ces pôles d'innovation. Et la vie est bien faite. Nous avons justement un représentant du pôle mer Bretagne-Atlantique, Frédéric Renaudot. Alors rappelons que ce pôle de compétitivité est là pour déjà avant tout booster l'innovation. Exactement, c'est sa mission qui est dédiée à l'innovation de l'ensemble de l'économie maritime et qui comporte un volet effectivement de défense, de sécurité et de sûreté. Et donc cette mission d'innovation, elle passe par la stimulation, l'accompagnement des projets.
Et en matière de défense, il y a un besoin particulier d'innovation parce que c'est la garantie de la supériorité opérationnelle militaire et donc de la souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle le pôle a une convention avec le ministère des Armées pour aller capter une innovation particulière qui est une innovation dite duale. C'est une innovation de temps court qui vise à aller saisir et à valoriser ces opportunités qu'on trouve je dirais dans le monde civil et qui se distingue de l'innovation dite de temps long, qui est une innovation de technologie de défense plutôt plus monovalente, qui est plutôt destinée, je dirais, au grand programme d'armement pour construire le porte-avions du futur, le sous-marin du futur. Et pour vous dire à quel point c'est un domaine qui est important, au pôle Mer Bretagne Atlantique, nous fédérons un écosystème de 410 adhérents aujourd'hui. Parmi lesquels donc 2/3 de PME ETI, ce qui fait à peu près 230. Et sur ce volume-là, eh bien, on a 120 entreprises, 120 PME ETI qui travaillent pour la défense. Et c'est un double intérêt, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Parce que pour le ministère, ça lui permet de partager les coûts de recherche et de développement. Et pour les entreprises, eh bien, c'est l'ouverture finalement à des marchés publics. Et c'est également une reconnaissance de vente finalement à l'État français, ce qui leur ouvre également des marchés à l'export. Et ça permet aussi, sur le plan économique pour une entreprise, d'assurer des débouchés vers la défense, vers le civil, de pérenniser l'activité. Exactement, c'est une pérennisation de l'activité par la diversification des marchés. Et donc on se retrouve avec des liens entre la course au large et des sous-marins ou des bateaux de la Marine nationale, ça existe ? Ça existe. Donc on a les domaines d'innovation duale sont nombreux. Donc ça concerne effectivement la construction navale. On a parlé des modes de propulsion hybrides. Il y a également les matériaux qui constituent les coques, la sobriété énergétique des bateaux, les objets connectés à bord des bateaux. On peut également parler de foil. Puisque le foil finalement des navires de la course au large, ça a servi également à équiper des embarcations pour commando. Ça permet d'aller vite de manière très confortable. On a cité également le domaine du numérique, donc tout ce qui est recueil, traitement de données, intelligence artificielle. Ça concerne également les prévisions météorologiques ou océanographiques, et ça, dont tous les marins ont besoin. Mais ça concerne également la détection acoustique. Donc c'est essentiel pour la guerre sous-marine. Mais aujourd'hui, les besoins de connaissance des océans, d'observation, de mesure, voire les contraintes réglementaires, eh bien, demandent de mesurer finalement la pollution acoustique gérée par des activités anthropiques. Nous évoquions tout à l'heure les drones, il y a aussi des travaux menés avec le pôle Mer. Alors c'est un domaine qui est complètement dual quand on parle effectivement de dronisation de l'espace maritime. Donc on a quelques exemples. On a cité effectivement la guerre des mines qui aura recours à des drones. Donc il y a des drones de surface, il y a des drones sous-marins, mais également la future composante hydrographique et océanographique de la marine aura recours à des drones. Et donc ce sont finalement ces mêmes technologies de construction de ces engins, de pilotage de ces engins, d'équipements qui vont permettre de détecter, de mesurer ou encore de traiter les données. Et pour tout cela, et bien d'autres choses encore, la Pointe de Bretagne a de formidables atouts. Alors de formidables atouts, ne serait-ce que par son tissu d'entreprises innovantes et qui ont l'avantage d'être situées au plus près finalement des exploitants opérationnels et nous organisons également au pôle donc des échanges avec ces end-users de façon à cibler les cas d'usage et à les orienter finalement dans leur recherche. Et vous accompagnez aussi des formations. Alors on accompagne également des formations qui elles-mêmes ont des débouchés, je dirais, duals. Je vais citer l'exemple effectivement de 2 exemples. Un master spécialisé en cybersécurité maritime et portuaire, qui est porté par 4 grandes écoles, et dont 3 qui sont brestoises, l'ENSTA, l'IMT Atlantique et l'école navale. Et c'est l'école nationale supérieure maritime qui est la 4e. Et puis un 2e master d'ingénierie de projets maritimes et de maintien en conditions opérationnelles, et qui est porté par l'ENSTA Bretagne et l'école navale.
Alors, l'ENSTA Bretagne, justement, un des représentants est ici présent, Eric Jäger. Alors, faites-nous un court rappel de ce qu'est l'ENSTA, parce qu'on connaît tous, en tout cas ici à la Pointe de Bretagne, l'ENSTA, sans toujours bien cerner exactement ce que vous y faites. Oui. Alors, c'est l'ENSTA Bretagne, effectivement, donc, une école d'ingénieurs située à Brest. Une école qui a comme caractéristique d'être une école de la défense, puisqu'en fait, on est sous la tutelle de la Direction générale de l'armement, qui a été mentionnée tout à l'heure. Qui malgré tout n'est pas une école militaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on va dire que nous avons une population d'environ un millier d'étudiants, dont une centaine sont militaires. Et donc une école d'ingénieurs qui font des ingénieurs et qui vont à la sortie de l'école, par exemple pour 55% d'entre eux environ, trouver un travail, un emploi dans le secteur de la défense. Alors ça peut être au niveau du ministère ou chez les grands industriels de défense. Et puis donc ça veut aussi dire 45% d'entre eux qui eux vont rejoindre le secteur civil. Donc l'école est duale aussi à sa manière. Alors tout à fait, elle est duale. Et en fait, historiquement, elle a été beaucoup plus... il y a un certain nombre d'années, elle fait peut-être 50 ans prochainement. Elle était très orientée vers la réponse aux besoins de la défense, mais en s'intéressant à l'ensemble des technologies. On va retrouver des domaines de spécialité, l'architecture navale, qui évidemment est un sujet dual, l'architecture des véhicules, qui effectivement peut permettre le développement de véhicules blindés, mais qui intéresse aussi beaucoup les constructeurs automobiles, l'hydrographie, qui a été mentionné, voilà. Donc tout un tas de spécialités, je ne suis pas exhaustif, mais effectivement où on va retrouver cette dualité dont on n'a pas cessé de parler depuis le début de cette intervention, et dualité qu'on va aussi retrouver d'ailleurs dans les travaux de recherche, puisqu'une école d'ingénieurs, ça se doit, pour être à l'état de l'art, de mener aussi des travaux de recherche sur ces sujets, et donc de la recherche, de l'innovation, qui est aussi fortement marquée par ce caractère dual. Nous retenons donc la forte implication maritime et pas spécialement liée à la défense donc de l'ENSTA Bretagne. Et l'ENSTA Bretagne qui est aussi membre d'un cluster, membre fondateur d'un cluster qui s'appelle le cluster Orion. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un vaste sujet. Donc, d'abord, c'est un cluster d'innovation de défense. Donc, qu'est-ce que ce sont que ces objets clusters d'innovation de défense? Le nom qui est apparu avant fin 2019. Donc, c'est la combinaison finalement d'une thématique et d'une implantation en région. Un certain nombre de ces clusters vont être portés par la Direction générale de l'armement, et c'est là pour susciter, accompagner l'innovation. Alors le cluster Orion dont on parlait, eh bien, c'est un cluster qui est orienté vers le naval et qui est localisé en Bretagne, et qui a été initié par DGA Technique Navale, qui a un site à Brest, avec un certain nombre de partenaires, donc une convention qui a été signée en 2019. Donc on va retrouver la Marine nationale en tant que telle, on va retrouver le Technopole Brest-Iroise, l'école navale et l'ENSTA Bretagne. On pourrait dire qu'un cluster, c'est avant tout un lieu d'échange, d'abord. Alors, tout à fait. Donc, finalement, ces clusters, ce sont des entités qui permettent finalement d'avoir une présence de l'Agence Innovation Défense, qui est une entité qui a été créée assez récemment au niveau du ministère des Armées, pour justement susciter une innovation, découvrir des innovations qui peuvent intéresser la défense. Et donc ces clusters, c'est une espèce de délocalisation, encore une fois c'est en région, et puis c'est effectivement un véritable interlocuteur pour, par exemple, des PME, qui sont présentes dans une région, qui peuvent avoir des propositions d'innovation qui peuvent intéresser la défense sans même qu'elle le sache forcément. D'ailleurs, d'où ce qui était mentionné par rapport à l'action du pôle mer. Et finalement, je vous parlais des partenaires de ce cluster. En fait, cette association, c'est justement pour pouvoir interagir efficacement avec ces porteurs d'innovation qui ont des idées, qui voudraient savoir si ça peut intéresser le ministère de la Défense. Donc avec la Marine nationale qui va pouvoir avoir un avis sur l'utilisation opérationnelle, qui va aussi pouvoir discuter
très sérieusement de performances attendues. La Direction générale de l'armement qui va effectivement pouvoir alors d'abord procéder à des essais au niveau de ses centres techniques, puisqu'elle dispose de moyens conséquents, qui va aussi pouvoir réfléchir à l'intégration de ces innovations dans les programmes d'armement. Le Technopole brest-iroise pour la relation avec l'écosystème économique. Et puis, pour finir, les écoles, donc ENSA Bretagne École Navale, dont les fondateurs, qui sont là pour apporter une expertise technique, sachant que, comme je l'indiquais, ces écoles finalement sont sur des thématiques duales, et donc il y a un véritable capital à valoriser sur tout ce qui est travaux de recherche dans des sujets d'intérêt défense. Le cluster est en quelque sorte un guichet unique. Tout à fait, un guichet unique, un interlocuteur local, avec encore une fois beaucoup de profils, capable de répondre à toutes les interrogations d'un porteur de projet, qui peut être contacté facilement et qui va aussi aider à s'orienter un petit peu, parce que l'Agence Innovation Défense a beaucoup de dispositifs pour soutenir l'innovation. Donc c'est quelque chose de très riche, mais d'un peu touffu de premier abord. C'est joliment dit. Et donc effectivement, ce rôle de guichet unique est important, parce que le porteur d'innovation finalement ne doit pas s'orienter vers tel ou tel dispositif. Il prend contact avec le cluster Orion, et c'est là qu'on va pouvoir discuter à la fois sur les cas d'usage possibles, etc., mais aussi sur le meilleur dispositif à essayer d'obtenir, enfin le meilleur type de financement à rechercher, sachant que le cluster Orion va pouvoir labelliser un projet une fois qu'il aura été consolidé, etc. Donc va pouvoir effectivement renvoyer cette proposition vers l'Agence d'innovation de défense avec une labellisation, c'est-à-dire que ce projet est soutenu par l'ensemble des partenaires du cluster Orion. Et Orion peut en plus mobiliser un dispositif qui s'appelle le RAPID. Le nom n'a pas été choisi au hasard. Hein. Alors voilà, le RAPID, c'est un des nombreux dispositifs. Si je veux faire une petite liste, on a les ASTRID, ASTRID maturation, RAPID, OER, etc. Je vois que mes voisins sourient. J'oubliais les PTD aussi, les projets technologiques de défense. Donc le RAPID, c'est un dispositif qui est vraiment très particulier. C'est le régime d'appui pour l'innovation duale. Et tous les mots sont importants. Donc innovation duale, je ne vais pas revenir sur ce que ça veut dire, mais c'est une condition. Un régime d'appui, donc c'est une véritable subvention. C'est présenté comme tel. Et si l'acronyme dit RAPID, c'est parce qu'effectivement, c'est un dispositif qui est quand même assez remarquablement efficace. Alors, tout est question d'échelle et de point de vue, mais je dirais que dans une précédente vie, j'étais à la DGA et je m'occupais aussi de RAPID. Et on pouvait donc avoir comme ça des PME qui faisaient une proposition de projet innovant, d'intérêt dual, donc intéressant la défense, mais pas seulement la défense. Et qui, une fois qu'elles arrivaient à présenter un dossier correctement rédigé avec les bonnes motivations, etc., pouvaient obtenir un financement qui était en plusieurs centaines de kilos d'euros ou en millions d'euros en moins de 3 mois de traitement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez efficace, d'assez remarquable et qui est vraiment un accélérateur d'innovation. Et c'est l'un des outils justement sur lequel peut s'appuyer Orion lorsque l'occasion se présente. Oui, parce qu'on est sur des procédures qui sont a priori quand même lourdes et longues. Et là, ça peut aller très vite. Voilà, tout à fait. Quelques mois, idéalement, une fois que le dossier est prêt, bien sûr. Oui, mais quand même. C'est là que les acteurs Orion pourront ensemble se concerter pour consolider au mieux ce dossier. Et on voit bien, l'innovation concerne donc absolument tous les domaines, jusqu'au montage des projets finalement. Alors, jusqu'au montage de projets, alors voilà, si j'ai refait un petit bilan sur quelques types de projets retenus par Orion. On ne va pas faire une liste de noms, d'acronymes, mais on a effectivement beaucoup de projets sur les drones, pas mal de projets aussi sur l'utilisation de capteurs, avec des usages qui varient selon les cas. Enfin, par exemple, il y a beaucoup de travaux sur les usages qui pourraient être faits de tout ce qui est capteur sismographique, qui pourraient être utilisés pour d'autres emplois. Donc on est dans l'innovation duale parce que voilà, on a des technologies qui ont d'autres emplois et qui peut-être peuvent être d'intérêt défense. On a tout ce qui est traitement de la data, les systèmes d'information. Par exemple, là,
Aujourd'hui, le simple fait de réfléchir à tout ce qu'on peut obtenir en faisant de la fusion de données par rapport à un affichage à l'intérieur d'un bâtiment sur la situation enrichie, on est quand même face à des perspectives extrêmement intéressantes. Et puis, je vous donnerai un dernier exemple. Et effectivement, où on a ce côté aussi montage de projet, etc. C'est un projet dans lequel, d'ailleurs, l'ENSA Bretagne est aussi partenaire de l'industriel, où il s'agit de... La proposition était d'associer plusieurs types de capteurs pour parler technique du lidar, donc, capteur, une espèce de radar laser, des caméras dites hyperspectrales, de les associer, de travailler sur des algorithmes de traitement, de travailler sur l'intégration pour qu'on puisse embarquer cette nouvelle génération de capteurs dans un drone aérien, pour faire finalement de l'analyse de bathymétrie, donc de profondeur ou de composition du fond au niveau de la côte, là où les profondeurs sont faibles de quelques mètres. C'est des zones qui sont difficiles d'accès, qui sont difficiles à cartographier. Et donc voilà par exemple un exemple d'innovation portée par une PME en partenariat avec des académiques, etc. et qui peuvent éventuellement aussi à un moment donné être orientés vers les grands industriels de défense pour une intégration dans des systèmes. Merci à vous quatre d'avoir abordé toutes ces questions d'innovation. On aurait pu continuer très longtemps tellement le sujet est riche. Innovation donc bien souvent duale et menée en tout cas toujours en coopération, en collaboration avec tous les acteurs réunis ici à la Pointe de Bretagne. La chaîne Brest, capitale des océans, poursuit ses émissions encore tout l'après-midi. Nous reviendrons tout à l'heure avec Lucie Loutredou à 16h sur le financement bleu. À tout à l'heure.